Enfin, notre numéro 1. Quel est-il, Gaëtan? Numéro 1, il y avait presque pas de débat, tellement ça a été l'application. Alors on pourrait mettre ChatGPT devant, mais ça a été l'application blockchain mainstream cette année, celle dont tout le monde a entendu parler, alors un peu plus en Occident et notamment aux États-Unis, mais c'est évidemment. Merci beaucoup, Mika. Et donc, du coup, tu restes avec nous pour ce top 10, car nous allons parler de blockchain et d'IA dans le cadre justement de ce top, dans lequel on va parler des applications de manière générale, des applications qui ont fait l'année 2010, côté blockchain et côté IA. Pour ce faire, on a organisé un petit top 10 en amont et je vais donc pouvoir ajouter ça à la scène et vous présenter déjà en premier lieu, toujours disclaimer, c'est un top. De fait, c'est subjectif. De fait, il y a des choses qu'on a décidé de mettre en avant et des choses qu'on a décidé de reléguer sur le côté, malheureusement. Pour ce faire, on a quand même mis quelques mentions honorables. Dans ces mentions honorables, nous avons en premier lieu certaines côté IA avec Copilot, Grok et Claude. On a décidé de mettre de côté un petit peu Copilot par exemple parce qu'en fait ça se fait complètement défoncer notamment par un Gemini dans le cadre de ces IA un peu intégrés à du hardware côté Google plutôt que Copilot côté Microsoft. Côté blockchain, on a décidé de mettre de côté Vélodrome, Ethena, Usual et Morpho, alors que ce sont 4 gros protocoles. C'est vous dire à quel point l'année a été quand même assez riche sur les différents aspects de la blockchain. Vélodrome et Aérodrome, ce sont des VE33. Usual, c'est notamment ils ont émis un stablecoin qui est arrivé au milliard cette année, alors que c'est sorti en milieu d'année. Côté Morpho, ça a complètement révolutionné le système de prêt et d'emprunt sur la blockchain, avec notamment quelque chose de beaucoup plus direct de pair à pair. Bref, ce sont des protocoles qui valent la peine d'être vus, mais en l'occurrence, on va pouvoir passer à notre top 10. Et d'ailleurs, je vais commencer ce top 10. Non, c'est pas moi qui commence ce top 10. Si, c'est moi qui commence ce top 10. Oh, je me rappelle plus. Je Si, crois que c'est c'est moi qui moi. commence ce top Je 10. crois que c'est moi qui ai Non la première position, non? Attends, on va voir, vas-y, suspense. Non, on commence par le 10. Ah, on commence par le bas, ok. Ah bah oui, on commence par le bas. Attends, voyons. On va pas spoil directement. Ouais. T'as raison. Du coup, en commençant par le bas, nous allons citer Pump.Fun. Pump.Fun, on en a pas mal parlé. Hein. Je vois qu'il y a Tikalis non, c'était PQ qui nous vend son PP. J'espère qu'il y a une DAP PP dans ce top, j'ai confiance. Non, mais par contre, on a Pump.Fun. On a Pump.Fun tout simplement parce qu'on en a beaucoup parlé, que ça a eu énormément de traction. Alors, le problème de Pump.Fun, pourquoi il est pas plus haut, c'est parce que en fait, c'est fini. Enfin, la hype est finie, il n'y a plus les lives, c'est interdit au UK, j'en ai parlé la semaine dernière. Bref, globalement, ça n'a plus trop d'intérêt, mais il n'empêche que ça a existé, ça a eu un gros impact sur le marché. On a vu que ça a notamment donné à Solana beaucoup de traction à un moment donné où on était encore en bear, et donc ça a continué à donner de la visibilité à Solana. Mais voilà, considérons que c'est fini, c'était une comète qui est passée dans le ciel pendant l'année et qui aujourd'hui est en train de s'éteindre. Nous allons pouvoir passer au top 9. Et je vais encore le prendre avec Mika, puisque nous allons parler de Midjourney. Alors pourquoi on a décidé de mettre Midjourney à l'intérieur? Tout simplement parce que l'IA générative côté image, côté visuel, a continué à fonctionner cette année. On a eu pas mal de protocoles qui sont lancés autour. Mais en fait, Midjourney, qui est l'un des premiers grands publics à s'être fait voir, en tout cas sur la scène, et à être utilisable même d'un point de vue un peu pro. On a pu voir des gens qui l'ont utilisé pour de la communication ou quoi, notamment même nous chez Adira. Hein. Et en fait, Midjourney, tout simplement, ils ont enfin sorti leur site web, qui est une grosse avancée par rapport à leur système qui fonctionnait sous un Discord. Hein. C'était que Discord, ouais. Ce qui était un peu dégueu en vrai comme utilisation. Là, ils ont sorti leur application web dans lequel on peut bien organiser toutes ces images créées, dans lequel on peut notamment avoir des sliders qui vont permettre de par exemple, dire à quel point on veut du chaos, à quel point on veut que ce soit stylisé, machin, à quel point on veut que ce soit imaginé ou réaliste. Bref, on va avoir des sliders, on va avoir des prompts un petit peu plus faciles à mettre en place. On va pouvoir enregistrer aussi des paramètres. On va pouvoir faire donc, ce qu'on appelle du customize, donc du coup mettre par exemple des trucs un petit peu qu'on veut voir régulièrement apparaître. Si par exemple on a un artiste qui a un certain style,
hop, à chaque fois, il va mettre dans son customize des éléments de prompt qui vont lui permettre d'avoir à chaque fois un petit peu le même style. Bref, c'est beaucoup plus adapté qu'avant. Et finalement, en fait, ils sont devenus vraiment les leaders aujourd'hui en termes de qualité de ce qu'ils présentent. Donc voilà, on voulait un petit peu reparler de Midjourney, parce qu'en fait, ça fait peut-être 2 ans qu'on n'en a pas parlé de Midjourney. Donc voilà. Et donc, numéro 8, Virgile. Yes, alors le numéro 8 pour ce top, c'est Aave. Et Aave qui est la référence incontournable quand il s'agit de faire des prêts et des emprunts d'autres cryptos. Et puis surtout, s'il a sa place dans ce top, c'est parce que c'est parce qu'il a une croissance absolument monstrueuse cette année. Ouais. Et là, on en est à 38 milliards de dollars d'actifs déposés et actuellement 15 milliards d'emprunts actifs. Donc c'est absolument énorme. Et surtout, ça rapporte énormément énormément à Aave et tout ça parce que en fait on est sur à peu près 600 000 dollars de revenus par jour et c'est sans compter tous les futurs développements consacrés à Aave, c'est-à-dire les instances d'Aave qui sont utilisées en dehors de la DeFi avec le World Liberty Financial et aussi la sécurité sur le fait que cette plateforme ne s'est jamais fait hacker en plusieurs années d'existence. Donc félicitations Aave. Et on peut aussi enchaîner avec le numéro 7 de Stop qui concerne Helium. Alors Helium, c'est quelque chose qui est assez peu connu, en tout cas sur le territoire européen. Mais quand on parle de Depin, c'est-à-dire reproduire des services informatiques mais en utilisant la blockchain, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement pris au sérieux aux États-Unis. Et le porte-étendard de cette tendance, c'est Helium qui propose un service de télécom, mais où en fait l'infrastructure est totalement différente. C'est-à-dire que soit on a le choix d'adopter un forfait mobile pour 20 dollars par mois, soit on peut acquérir ce qu'ils appellent un hotspot, c'est-à-dire un outil qui permet de constituer le réseau qui va permettre d'utiliser ce service. Et là, on peut voir, là on a un peu une espèce de grille avec après là je suis désolé, on voit pas très bien, mais on a une espèce de grille avec tous les points chauds où il y a des hotspots et où le forfait télécom peut être utilisé. Donc on peut voir que sur les grosses villes américaines, il y en a beaucoup. Bon, sur les dans la campagne, il y en a beaucoup moins, c'est normal, mais c'est dire à quel point c'est dire à quel point voilà la dépine est une thématique à part entière et ouais, Helium a fait un boulot absolument énorme pour pouvoir démocratiser cette thématique-là. Et on peut passer au numéro 6 du coup à partir de ça. Tout à fait. Hop. Et donc, du coup, au numéro 6, on a décidé de donner la part belle aussi à l'IA en citant un petit peu Ollama. Est-ce que tu veux nous en parler, Mika ? Ouais, donc Ollama, c'est vraiment un outil, au final. À la base, c'est un outil très, très techos. Vraiment pour les devs, en tout cas les personnes techniques, mais qui permet, et il a évolué avec le temps, qui permet tout simplement d'exécuter en local, donc sur sa machine, de charger différents modèles, donc modèles génératifs, on entend par là, donc les Llama, Mistral, patati patata. Donc là, on a vraiment un produit qui s'est développé très fortement, qui a une grosse résonance dans l'IT. Moi, j'ai énormément de collègues qui sont pas du tout dans l'IA, qui sont dans le développement, dans l'architecture tradi côté IT, qui se mettent à l'utiliser parce qu'il est très facile d'accès, il est open source, il a tout plein de qualités pour justement manipuler des modèles sans avoir quelque chose de complètement lourd, et c'est multi-support. Ça marche sur Windows, ça marche sur Linux, ça marche sur macOS, donc là-dessus, il n'y a pas de frein à l'utilisabilité. Donc Oyama, gros big up là-dessus, parce que ils permettent de démocratiser l'accès à n'importe qui sur son PC à différents modèles qui sinon seraient assez compliqués et demanderaient un background assez technique pour les exécuter. Tout à fait. Et au moins pouvoir faire tourner les choses dans le local, ce qui est plutôt pas mal.
Et donc, on va continuer avec de l'IA, avec notre 5e. On a décidé de mettre Gemini en top 5, tout simplement parce que c'est l'IA de Google qu'ils ont installé en fait maintenant dans tous les devices Google et que tout le monde utilise de fait. C'est ça. Bon gré mal gré. Donc effectivement, Gemini, c'est le modèle qui a sous le capot. Donc c'est du Google. C'est ce qui a sous le capot de Notebook LM. Donc on vous avait fait une chronique à ce sujet, une petite démonstration. Donc dans tout ce qui est produit Google, c'est ce qu'il y a sous le capot. Sachant que d'ailleurs, corrélation avec aujourd'hui, ils viennent de sortir une première version 2.0. Parce qu'actuellement on était en 1.5. Ouais. De Gemini, et donc la 2 est sortie, vient de sortir là, c'est tout frais, et j'ai hâte qu'elle soit appliquée, exécutée dans Notebook LM pour voir un petit peu ce qu'elle a réellement sous le capot. Donc Gemini énormément utilisé, mine de rien, et nous rappelle que Google ils vont pas se laisser faire sur le créneau de l'IA, sachant qu'avec IBM, Google c'est les deux précurseurs à ce niveau-là, faut pas les oublier. Yes, tout à fait. Et vivement qu'ils le mettent sur les petites enceintes connectées, là, ce serait très pratique pour moi. Et donc, du coup, on va pouvoir laisser la place à Virgile avec... Non, pardon, à Gaëtan, avec le top 4. C'est moi, je vous ai fait peur, vous m'avez rien donné en dessous du top 4, en fait. J'avais peur. Donc, top 4, effectivement, Pendle. Vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, c'est un peu plus niche. Mais Pendle, c'est l'application, enfin, une des grosses applications DeFi qui a explosé et qui a émergé cette année. Donc, Pendle, c'est une application DeFi qui permet, qui fait du yield dérivatif, mais qui permet tout simplement de parier sur le rendement d'actifs dans la finance décentralisée, donc d'actifs et ou de stratégies. Ça permet soit de sécuriser un rendement, ça veut dire de dire j'abandonne mon rendement et je le sécurise pour un montant donné. Genre, je vends mon rendement par exemple pour 15%, peu importe ce que ce rendement sera plus tard, 20, 30, 40 ou 5%, je sécurise un rendement. Ou à l'inverse, je prends le pari inverse, j'achète un rendement, j'achète le rendement à 15% en me disant que le marché a tort, le rendement sera plutôt à 30% plutôt qu'à 15%. Donc c'est une place de marché en fait entre spéculateurs qui veulent acheter ou vendre leur rendement. Ça a explosé cette année, notamment grâce au système de points. On a énormément de protocoles qui se sont lancés avec des airdrops par points, donc qui vendaient, vous gagnez un certain nombre de points par durée, d'assets, etc., sans vraiment savoir ce que ces points vaudraient. Donc il y avait de la spéculation autour de la valeur de ce rendement, de ces points. Et donc Pendle a pris énormément de parts de marché grâce à ça. Il y a beaucoup de gens qui vont spéculer sur les points. Des fois c'était gagnant, des fois c'était perdant. Des fois il valait mieux vendre son rendement à l'avance à 45% parce qu'au final le rendement a été dérisoire. Et des fois, à l'inverse, les gens vendaient le rendement 15% alors que le véritable rendement a été de 100%. Donc, extrêmement intéressant. C'est très utilisé. Ça a été donc pour les points, pour les airdrops. Maintenant, c'est utilisé dans plein de stratégies DeFi diverses et variées. Et rien que le rendement de l'USDC sur AV, il est difficile à anticiper. Il peut varier de 5 à 40%. Et donc, on peut vendre son rendement à l'avance. C'est très, très intéressant. Ça s'appelle des plateformes de yield dérivatives, si vous voulez le nom exact. Pendle est le plus connu d'entre eux. Et son concurrent, qui est francophone, je me permets de le mentionner quand même, s'appelle Spectra, qui a le vent en poupe depuis quelques semaines également. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ces deux applications. Ça a vraiment beaucoup marché. On a eu 6 milliards de dollars de capitalisation pour Pendle cette année, au plus haut. Et ils sont aujourd'hui à... non, c'est pas ça. Ils sont à... 4 milliards et quelques, vous voyez, donc ça a un petit peu baissé après la phase des points d'airdrop et c'est remonté aujourd'hui à 5 milliards. Donc vraiment grosse application, on est dans le top 10 des applications DeFi et cette application a vraiment émergé, vous voyez, depuis début 2024. Elle était quasiment inexistante auparavant. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'était notre top 4. On rentre maintenant dans le podium. Vous pouvez évidemment, dans le chat ou même dans les commentaires YouTube, parce que très certainement que cette vidéo arrivera dessus, vous pouvez mettre dès à présent votre top 3. Et donc, du coup, nous, on va commencer avec Virgile qui va nous parler d'un protocole. Lequel est-ce ? Eh bien, pour ce top 3, eh bien, il s'agit tout simplement de Hyperliquid. Alors, Hyperliquid, ça, le projet, on le présente plus. C'est rien qu'avec son airdrop, il a fait absolument sensation dans la communauté crypto. Mais en fait, le airdrop du côté de chez Hyperliquid, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg. Parce que déjà de base, c'est vraiment la plateforme d'échange à levier qui réalise le plus gros des volumes aujourd'hui. Tu vois, rien que là en ce moment sur les volumes qui sont actuellement traités, et Hyperliquid en traite plus de la moitié avec 40 milliards de crypto échangés alors que le mois de décembre est même pas fini.
Et en fait, ouais, c'est vraiment, enfin, d'habitude, les plateformes d'échange à levier sur la blockchain, l'expérience utilisateur est pas si folle que ça. Mais avec Hyperliquid, on a vraiment passé un cap et bah, c'est possiblement un concurrent sérieux aux plateformes d'échange qui sont centralisées comme Coinbase ou Binance, tu vois. C'est surtout Binance dans notre cas. Et une dernière chose, c'est que du côté d'Hyperliquid, bah à l'avenir, c'est pas forcément qu'une plateforme d'échange en fait. T'as aussi, bah, vu que c'est une blockchain un peu comme un layer 1, eh bien, ce sera également possible de construire des applications par-dessus. Et il y a eu des récentes annonces comme quoi Hyperliquid allait sortir un émetteur de stablecoin qui est directement inspiré de Liquidity V2. Donc, c'est ce genre d'application qui pourrait donner davantage de substance à cet écosystème. Et puis, forcément, forcément, ouais, on parlait beaucoup du airdrop, mais c'était quand même aussi important de mentionner tout ce qui est construit chez eux. Voilà. Donc, troisième place bien méritée pour eux, tout simplement. Ouais, ils ont fait quand même vraiment sensation, notamment en sortant leur Layer 1 et en lâchant, comme tout à l'heure disait Gaëtan, un airdrop qui a rendu millionnaire certaines personnes, quoi. Donc bravo. On va passer donc à notre top 2. Notre top 2, je reprends la parole puisque nous allons reparler IA cette fois, avec évidemment le mastodonte de l'année, et le mastodonte finalement depuis quelques années maintenant, avec ChatGPT. Alors bon, en petit commentaire, j'ai mis la hype ne retombe pas parce que la réalité c'est que ça tient beaucoup sur de la hype, hein, ChatGPT et les LLM de manière générale. C'est très efficace, c'est très fonctionnel, et puis c'est très utilisable par tout le monde en fait. Madame Michou peut utiliser son ChatGPT, donc très pratique. Mais il n'empêche que voilà, on attend aussi des avancées dans le monde de l'IA et la généralisation de modèles, plutôt que de juste retranscrire des choses qui sont connues. En revanche, ChatGPT, notamment avec 4O, comme je le cite juste ici, a réussi notamment son pari de devenir un petit peu omnicanal. Donc, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, et notamment c'est récupéré par Gemini qu'on a pu citer tout à l'heure, on peut converser véritablement avec ChatGPT. On peut même lui demander de prendre un accent si on le souhaite. On peut aussi prendre des vidéos et lui proposer pour de l'analyse ou de l'image. Bref, en fait, ChatGPT est vraiment devenu un outil tout-terrain, même pour le code, hein. Moi j'y pense, ils ont sorti Canva sur leur système. Et en fait, c'est vraiment devenu l'outil tout-terrain où bah, moi j'ai mon abonnement ChatGPT et je sais que dès que j'ai un besoin en IA, ChatGPT va pouvoir répondre à ce besoin-là. Et de fait, je ne voyais pas comment ne pas l'inclure à l'intérieur de notre top 3. Ils sont forts quand même. N'est-ce pas, Mika? Exactement. Bah, et puis alors là-dessus, à jamais les premiers, hein. Un petit peu comme Midjourney. À ce niveau-là, ils ont cette force-là, c'est d'être sortis du bois en premier, d'avoir proposé depuis 2 ans un outil Aujourd'hui, de toute façon, le phénomène est simple. On va dans la rue, on interroge n'importe qui un peu au pif pour demander s'ils connaissent le ChatGPT, s'ils ont entendu parler. À 99,9% du temps, la réponse va être oui. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Et donc du coup, enfin, notre numéro 1. Quel est-il, Gaëtan? Numéro 1, il y avait presque pas de débat, tellement ça a été l'application. Alors, on pourrait mettre ChatGPT devant, mais ça a été l'application blockchain mainstream cette année, celle dont tout le monde a entendu parler. Alors, un peu plus en Occident et notamment aux États-Unis, mais c'est évidemment Polymarket, hein, puisque l'élection américaine, notamment l'élection de Donald Trump, a vraiment mis en avant cette plateforme, hein, qui fonctionne sur Polygon. Je vous le rappelle, c'est l'application qui fonctionne sur Polygon. Et Polymarket, c'est un marché prédictif, donc c'est très simple, c'est que les gens achètent ou vendent une probabilité, enfin une option sur une probabilité, sur un événement. Donc on a eu extrêmement de liquidité lors de l'élection américaine avec est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est Kamala Harris qui gagnerait. Ça a d'ailleurs été une plateforme qui a annoncé bien avant tout le monde, puisque le marché est toujours le plus rapide pour presser les choses. Donc l'élection de Trump, hein, plusieurs heures avant la plupart des médias américains. Cette hype est un petit peu passée depuis que l'élection américaine s'est terminée, mais on a encore énormément de marchés divers et variés. Beaucoup, vous voyez, sur la politique américaine toujours, hein, avec les différents pics de Trump, la décision de la Fed, qui sera Speaker of the House. Donc c'est encore beaucoup populaire pour les Américains en tant que tels, mais on a une TVL qui a diminué certes suite à l'élection américaine, vous le voyez, mais qui est revenu à ses niveaux post-élection américaine. On n'a pas eu de grandes pertes. Ce n'est pas pour l'instant retombé à zéro. On a quand même
plus de 100 millions de liquidités, ce qui n'est pas rien pour un marché prédictif qui change vite. Hein. C'est-à-dire que la liquidité s'en va et elle doit revenir à chaque nouveau marché, parce que chaque événement, une fois qu'il est terminé, la liquidité s'en va et il faut de nouveau la réallouer sur un autre type de marché prédictif. Donc, c'est vraiment une belle liquidité pour un marché prédictif. Et c'est l'application qui a fini, je crois, quelques jours ou quelques semaines top 1 hein, sur les Play Store et les Apple Store américains. Donc, c'était l'application la plus téléchargée pendant quelques jours. Ce qui n'est pas rien pour une application blockchain. Hein, quand on parle de mainstream et d'adoption du public, c'est pas courant de créer une application qui finit top 1 de tous les téléchargements de ces App Store-là. Donc, bravo à eux et on espère que ça continuera. Il y a des problèmes effectivement de réglementation et légale. Hein. Vous savez que Polymarket est désormais interdit en France, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'effectivement, on est sur du pari, réglementation limite d'âge, sur quoi on peut parier, etc., etc. Donc, je ne sais pas quel sera l'avenir de Polymarket, mais en tout cas, c'est l'application blockchain qui a le plus touché le monde mainstream en 2024. Et donc, pour cela, on lui a attribué la première place cette année. Bravo en tout cas à toutes ces applications, hein. Bravo Polymarket aussi d'avoir la première place. Il est 13h36, donc nous sommes encore en retard, ça devient une habitude. En revanche, c'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année, de très beaux moments, plein de famille, plein d'amour, plein d'amis. Et voilà, c'est à peu près tout.